l'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique et l'Amérique, ça fait la fois et je mourrai. L'Amérique. Bien, bonjour les secondes, vous avez compris, de bon matin, jeudi, nous allons continuer, d'ailleurs terminer notre cours sur l'ouverture atlantique et notamment cette fameuse découverte pour les Européens de l'Amérique, qui n'en était pas vraiment une, si vous rappelez-vous, si on se place du point de vue des Amérindiens. Et donc je vais poursuivre le grand C que nous avions entamé lors du dernier cours, qui s'intitule Le développement des échanges culturels et la fixation de nouveaux savoirs géographiques. Et on avait notamment commencé à travailler sur les échanges culturels, hein. On avait vu qu'il y avait des échanges, notamment d'un point de vue plantes, par exemple, qui allaient être importés en Europe, et que par exemple les Européens, eux, allaient apporter leur religion et leur civilisation aux Amérindiens. On avait vu que ces échanges culturels étaient plutôt de nature asymétrique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment sur un pied d'égalité et qu'ils étaient plutôt évidemment à l'avantage des Européens, hein. Les Européens, on va dire, ont importé d'Amérique exactement ce qui les intéressait, ne se sont pas vraiment intéressés, et même pas du tout intéressés à la culture des Amérindiens, hein, notamment par exemple tous leurs rites religieux. Ils n'ont pas hésité à détruire la plupart de leurs ouvrages religieux, hein. Malheureusement, avec ça, on a perdu une importante somme de connaissances, hein, qui est inestimable et qui a été perdue définitivement, puisque ces codex, par exemple, ont été brûlés en grand nombre. Il nous en est parvenu que quelques-uns et qui témoignent justement de la richesse culturelle de ces civilisations. De même que de nombreuses divinités en or, représentations des dieux en or ou en pierres précieuses ont pu être détruites, fondues, parce que ce qui intéressait les Européens, c'était évidemment le matériau, du moins le minerai, l'or, mais par contre, tout ce qui était artistique et symbolique, évidemment, ça ne les intéressait pas, puisqu'ils considéraient ces statues comme des idoles. Donc, on s'était arrêté au fait que les Européens avaient une image un peu fantasmée des Indiens, hein, et des Indiens et de l'Amérique, hein, euh, ils retenaient principalement ce qui les effrayait, c'est-à-dire le côté sauvage, hein. Les Indiens ou les indigènes sont des anthropophages, des cannibales, des gens qui pratiquent encore les sacrifices humains, bref, des peuples inférieurs et barbares qu'il faut civiliser. Et ils retenaient également ce qui les fascine, hein, ce qui leur fait briller les yeux, c'est-à-dire ce mythe sur lequel le continent serait couvert d'or, hein, le mythe d'Eldorado, qui a lancé donc sur les océans de nombreux conquistadors en quête de richesse et d'aventure. Donc se construit finalement le mythe du bon et du mauvais sauvage, hein, pour justifier l'évangélisation, hein, et donc l'idée que il faut civiliser ces populations pour les faire gagner le rang des chrétiens et leur permettre ainsi d'atteindre le paradis. On avait vu par exemple la mise en place dans l'économie de l'encomienda par les Espagnols, qui confiaient aux colons des terres et les Indiens qui étaient dessus en échange obligatoire de leur évangélisation, un échange qui était à l'époque jugé équitable, ce qui peut paraître assez extraordinaire aujourd'hui. Donc, en Amérique, la chute des populations autochtones, donc la chute des Indiens qu'on a vu dans un cours précédent, et l'arrivée de colons et d'esclaves qui vont être importés d'Afrique, va entraîner la naissance de nouvelles sociétés en quelque sorte, hein, puisqu'il va y avoir un bouleversement au niveau de la société avec l'arrivée de ces blancs et ces populations noires. Et ça va entraîner la naissance de ce qu'on appelle des sociétés coloniales et avec de nouveaux rapports de domination. Les Européens vont passer d'une domination sur les Amérindiens à une domination sur des populations noires. Et les Amérindiens qui, avant les Européens, avaient eux-mêmes leur propre hiérarchie, avec certains peuples qui dominaient les autres, comme les Aztèques ou les Mayas ou les Incas, eh bien, évidemment, ces peuples vont passer de dominants à dominés. Donc, on obtient de nouveaux rapports de domination. Alors,
Puisqu'on en est sur les échanges culturels, il va s'opérer cependant un certain syncrétisme. Qu'est-ce qu'un syncrétisme? C'est un mélange d'influences dans le domaine religieux. Il va s'opérer pour tenter de coller aux cultures locales. Par exemple, vous le savez que les Amérindiens et notamment les Aztèques étaient attachés au sacrifice humain. Alors bien évidemment, il est hors de question que ça continue avec le christianisme, mais par contre, on trouve des représentations religieuses particulièrement sanglantes dans les églises mexicaines, quelque chose qui n'existe pas dans les églises en Europe. Eh bien, on le retrouve dans les églises mexicaines. C'est un héritage, c'est un mélange avec les cultures amérindiennes préexistantes. Après, ce métissage, je vous l'ai mis dans le cours, donc ce mélange en fait ethnique, il reste relatif, c'est-à-dire que les Européens se mélangent peu d'un point de vue sang avec les Indiens. C'est mal vu pour un Européen d'avoir des relations sexuelles avec des Indiens et notamment d'avoir des enfants, même si évidemment ça arrive puisqu'il n'y a pas de contraception et que les natures humaines sont les natures humaines. Donc, vous mettez des colons espagnols au milieu d'amérindiennes, et bien, au bout d'un moment, il se passe forcément des rencontres. Mais le métissage reste malgré tout relativement relatif. Les Indiens restent entre eux, les Européens restent entre eux, puisque, je vous le rappelle, c'est une société coloniale basée sur des rapports de domination. Donc, on a les maîtres et on a, grosso modo, les esclaves. Alors, néanmoins, on peut dire quand même que l'acculturation, c'est-à-dire le transfert de culture, le transfert culturel va se faire dans les deux sens, si on doit résumer, puisqu'il y aura des éléments culturels américains qui vont arriver en Europe, notamment au niveau alimentaire, on en a déjà parlé. Euh, et ces transferts culturels vont transformer les réalités locales, évidemment. La réalité qu'ont les descendants des Aztèques au XVIIe siècle n'est plus du tout la même que celle qui était préexistante à l'arrivée des colons. Imaginez à quel point leur monde a été transformé. Et la vision occidentale également va être transformée de par déjà la découverte de ce continent qui élargit considérablement leur vision du monde, de par aussi la meilleure cartographie des côtes africaines, le fait d'avoir atteint l'Asie en contournant l'Afrique, de pouvoir mieux cartographier le monde, eh bien, ça transforme réellement la vision occidentale. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point cette vision occidentale est transformée, eh bien, vous avez ici la map monde de Waldseemüller. Donc une map monde, une représentation de la Terre sous forme de planisphère, comme vous le connaissez, qui date de 1507, donc à peine 15 ans après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et regardez à quel point, par rapport à des cartes que je vous avais montrées qui dataient de 1470 par exemple, donc 35 ans plus tôt en gros, eh bien regardez à quel point la vision du monde a évolué. On voit évidemment apparaître ce continent américain, alors encore à l'époque mal cartographié bien entendu, puisqu'on en est au début de sa découverte, mais on voit déjà se dessiner ce continent, et puis surtout on voit bien que l'Afrique est nettement mieux dessinée. Euh, on voit également l'Asie qui est de mieux en mieux dessinée. Et surtout, on se rend bien compte que ça commence à ressembler au planisphère que vous connaissez. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un monde où on avait uniquement trois continents qui étaient représentés, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Et encore, c'était la partie nord de l'Afrique et la partie ouest de l'Asie qui étaient bien représentées. Et encore, ça reste très discutable. Donc, on avait en gros le cœur de ce planisphère qui était à peu près bien représenté. Donc, c'est sur cette carte de Waldseemüller, c'est pour ça qu'elle est importante aussi, que pour la première fois sera inscrit le nom d'Amérique au nouveau continent. Donc, dorénavant, on sait représenter les continents et on sait aussi les nommer. Donc, vous avez Amérique qui est marqué là. De même, vous voyez ici écrit Africa, Asia, Europa. Donc, on a les continents qui sont représentés et nommés. Ensuite, dans le domaine des progrès scientifiques, puisque on est dans les échanges culturels et aussi la fixation de nouveaux savoirs géographiques, eh bien, c'est le voyage de Magellan entre 1519 et 1522 qui va prouver que définitivement que la Terre est effectivement ronde, plus qu'il va partir donc en 1519. Bon, malheureusement pour lui, il va mourir au retour, il va être tué par des indigènes dans les Philippines. Il va être remplacé par son second qui s'appelle, c'est-à-dire le vice-commandant, si vous voulez, qui s'appelle Elcano.
et Elcano va ramener le bateau jusqu'en au Portugal, hein, d'où il était parti à l'origine, mais ça va être la première circumnavigation, c'est-à-dire le premier voyage autour du globe et qui prouve que la Terre est ronde. Alors, il était parti en longeant la côte sud-américaine, hein, il avait décrit notamment les habitants de la Terre de Feu. Il a donné son nom Magellan au détroit de Magellan, donc tout au sud du continent sud-américain. C'est également Magellan qui a donné son nom à l'océan Pacifique, par opposition aux mers extrêmement agitées qu'il venait de traverser. Quand il est arrivé dans cet immense océan, il l'a trouvé particulièrement calme et quand vous savez c'est calme après avoir essuyé la guerre ou la tempête, on parle de quelque chose de pacifique. Donc il lui a donné le nom d'océan Pacifique. Et donc c'est dans les Philippines qu'il s'est fait tuer. Et là, donc Elcano a ramené le bateau, donc au bout de 3 ans, l'un des derniers bateaux, d'ailleurs le dernier bateau de l'expédition, avec quelques dizaines de marins, prouvant que la Terre était effectivement ronde. Donc, les scientifiques et les savants de l'époque vont utiliser des techniques mathématiques pour inventer également des systèmes de projection pour tenter de déformer le moins possible les distances et pour tenter de représenter de façon plane un globe, ce qui est extrêmement difficile, hein, puisque vous savez que notre Terre est une sphère. Or, nous avons toujours des représentations planes des continents, hein, ce qui en fait est une gageure, hein, c'est-à-dire c'est un défi parce que comment représenter de façon plane quelque chose de sphérique? Normalement, il devrait y avoir une représentation totalement différente des continents, ce qui fait que quand vous avez un planisphère, en fait, vous avez une représentation déformée des continents. Vous avez qu'à vous amuser à faire un dessin sur une peau d'orange, par exemple, eh bien, essayez d'enlever la peau d'orange sans la casser, aplatissez-la sur votre table, et vous verrez qu'en fait, c'est totalement déformé de ce que vous voyez sur la sphère. Donc, c'est pour ça que c'est un défi pour les scientifiques et c'est pour ça qu'ils vont inventer des systèmes de projection pour essayer de déformer le moins possible les distances. Et des travaux vont notamment être menés aux Pays-Bas, qui à l'époque sont sous domination espagnole, par un mathématicien qui s'appelle Mercator, hein, et qui représente ici donc la première carte du monde en 1538 et qui crée donc un système de projection cartographique auquel il va donner son nom, hein, le système Mercator. Donc des mathématiciens comme Mercator ou Ortelius vont sortir une vision du monde qui va être assez européano-centrée, hein, donc centrée sur l'Europe, c'est-à-dire que dans leur planisphère, eh bien, l'Europe, le continent européen, va être au centre du monde et cette représentation va devenir la norme dans de nombreux espaces via ce qu'on appelle la colonisation et notamment eh bien, en Amérique, en Afrique, lorsqu'on va avoir des représentations du monde, eh bien, le continent européen va toujours être placé au centre du planisphère, et donc on a l'impression que l'Europe est au centre de tout. Mais dites-vous bien que c'est une vision européenne, hein, on en avait parlé au moment de la périodisation, hein, où on parlait des périodisations qui étaient européano-centrées. Eh bien, les planisphères, c'est la même chose. En fait, aujourd'hui, si vous allez en Chine, eh bien, c'est la Chine qui est au centre du monde. Si vous allez aux États-Unis, c'est les États-Unis qui sont au centre du monde. Si vous allez en Australie, c'est l'Australie qui est au centre du monde. Mais pendant longtemps, c'est vrai que sur les planisphères, eh bien, c'était l'Europe qui était placée au centre du monde. Et du coup, bien, les autres continents, en quelque sorte, étaient des périphéries de l'Europe. Ces mutations vont expliquer le fait qu'au XIXe siècle, hein, toutes ces transformations qu'on a connues au XVIe, XVIIe vont expliquer que les historiens du XIXe siècle vont qualifier cette période de grande découverte. Donc pendant longtemps, on parlait des grandes découvertes, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, on va parler de grandes découvertes, alors qu'aujourd'hui, eh bien, évidemment, on remet en cause cette expression car lorsque l'on parle de grandes découvertes, c'est comme lorsqu'on le représente l'Europe au centre d'un planisphère ou que l'on met la périodisation européenne comme périodisation mondiale, eh bien c'est une vision européano-centrée, donc centrée sur l'Europe. Et donc l'idée des grandes découvertes, je vous l'ai déjà dit, c'est une expression qui est aujourd'hui remise en cause, car c'était une vision uniquement occidentale.